Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les conversations choisies. Vous savez que dans le cadre de ces conversations que j'ai démarrées au début du premier confinement, j'interviewe des personnalités engagées et inspirantes. Des personnalités qui font bouger le monde et qui font la différence par leur expertise, par leur choix de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Fred Dorsimon. Fred, au-delà d'être un ami de longue date, est surtout un des leaders aujourd'hui, francophones et anglophones, des comportements durables au service d'un monde pérenne et beaucoup plus équilibré. Il a créé Behaven. Behaven est une société qui a déjà une audience européenne et j'aimerais aujourd'hui qu'il nous confie quelques éléments sur sa trajectoire et sur le succès. Donc, bonjour Fred. Bonjour Edith, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et oui. Alors, parle-nous de Behaven et de ta trajectoire qui t'a amené à créer ce super concept et cette super entreprise. Ok. Behaven est une entreprise de conseil qui aide les entreprises à encourager des comportements durables au sein de leur public, que ce soit un service public vis-à-vis des citoyens ou une société commerciale vis-à-vis de ses clients. Toute l'histoire de Behaven est partie d'une croyance qui est que pour qu'on arrive à faire de notre monde un monde plus durable, on doit pouvoir changer les comportements. Aujourd'hui, en fait, quand il y a beaucoup de discussions sur la durabilité qui parlent des solutions techniques et technologiques. On va pouvoir venir avec des nouvelles manières de produire de l'énergie. On va pouvoir produire avec des voitures électriques, par exemple. On va remplacer les carburants par de l'électricité ou par des éoliennes. Donc, il y a une grosse partie de la discussion sur la transition écologique et la durabilité se concentre en fait sur les aspects technologiques qui sont extrêmement importants et qui sont essentiels, mais on oublie en tout cas, ce n'est pas suffisamment discuté selon notamment moi. Il y a toute une partie de la discussion qui doit avoir lieu sur le fait qu'on doit aussi accompagner le grand public vers des changements de comportement. Et donc, c'est cette combinaison de solutions technologiques et solutions comportementales qui va faire que nous tous ensemble, en tant que société, on va arriver en fait à devenir une société plus durable. En tout cas, c'est la croyance qui nous anime et c'est pour ça qu'effectivement, notre travail, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations, les services publics pour pouvoir accompagner le grand public vers des comportements plus durables. Par exemple, inciter les gens à utiliser un vélo ou à marcher à pied pour des courtes distances plutôt que la voiture. Ou bien inciter les gens à remplacer une partie de leur consommation de viande par des produits végétariens, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à d'abord ce constat, cette sensibilité, et que tu as choisi de faire de lance de tes projets? Alors, en fait, j'ai travaillé très, très longtemps dans le monde de la communication, à peu près un peu plus de 15 ans, une grosse partie de ce temps-là à Londres. Et donc, j'ai l'occasion de travailler sur des marques commerciales, que ce soit du Burger King ou du Lego ou du L'Oréal, etc., etc. Et je m'étais toujours dit, c'est une réflexion que j'avais depuis très, très longtemps, je voudrais un jour utiliser cette compétence et ces connaissances acquises dans le domaine commercial, dans le domaine marchand, pour l'utiliser à des fins peut-être moins commerciales et surtout en fait pour avoir un impact plus positif et plus important sur la société. Donc j'avais en fait en tête cette envie d'utiliser mes compétences de telle manière. Il se fait qu'il fallait aussi que je trouve l'occasion pour mettre ça en place. Et en 2011-2012, je faisais en fait un master en stratégie de communication à Londres et j'ai découvert le domaine des sciences comportementales. Et il y a eu une sorte de déclic par rapport à ça. Je pensais avoir rejoint le milieu de la communication parce que j'avais un intérêt pour la créativité. Et je me suis aperçu, en fait, en découvrant ce domaine, que ce qui me motivait avant tout, c'était de comprendre les gens. Qu'est-ce qui fait que les gens font ce qu'ils font, qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent? Et je trouvais que les sciences comportementales amenaient en fait cette compréhension peut-être plus profonde de ce qui anime l'humain et de comment influencer l'humain.
Et donc, très rapidement, c'est poser la question de savoir, OK, si on parle d'influencer l'humain, d'orienter les comportements humains, encore faut-il le faire pour des objectifs qui sont louables, pour des bonnes causes. Et c'est là qu'en fait, à la croisée des chemins entre l'envie d'utiliser mes compétences pour une bonne cause et des techniques comme les sciences comportementales, je me suis dit, voilà, il faut que je démarre en fait une activité par rapport à ça. C'est pas encore forcément couvert sur le marché aujourd'hui. Et donc, ça fait depuis peut-être 2015-2016. Donc, ça fait un moment que cette idée en fait était en moi de développer une activité par rapport à ça. Encore fallait-il que le marché soit prêt pour ça. Et il se fait qu'une série de circonstances ont fait qu'en 2020, j'ai vu une opportunité sur laquelle j'ai sauté et qui fait qu'aujourd'hui, Behaven est devenu une réalité et une société en développement. Alors, dans ce que j'entends, il y a deux choses. Quand tu parles de motiver et du comportement des gens, qu'est-ce qui différencie cette utilisation des sciences cognitives au service d'une cause de la manipulation? C'est justement la raison, c'est justement la cause qui est derrière. Alors en fait, on pourrait tout à fait imaginer que des techniques comportementales, mais tout comme des techniques de communication de manière générale, sont une forme de manipulation. Donc oui, les sciences comportementales sont, on peut le dire, une forme de manipulation. Et pour moi, c'est d'autant plus important pour ça qu'on les utilise pour des bonnes raisons. D'entrée de jeu, quand on a créé Behaven avec Julia, qui est ma collaboratrice, on a fait un choix extrêmement clair sur l'idée d'utiliser nos compétences, nos produits, nos services pour faire avancer le développement durable. On pourrait très bien utiliser exactement les mêmes compétences pour vendre plus de téléphones portables, de cigarettes ou d'alcool. On a juste décidé de ne pas faire ce choix-là parce que ça nous paraît pas ce dont la société a besoin aujourd'hui. Tu me connais bien, tu connais ce qui me passionne. Donc, j'imagine que le fait que tu sois un papa qui élève son fils doit aussi jouer parce qu'il y a les nouvelles générations qui arrivent. Dans les moments où tu pourrais baisser les bras, est-ce que par exemple tu penses à cette dimension de ce que tu lègues comme héritage, cette nouvelle génération? Ah oui, c'est absolument central à notre approche parce que une des motivations profondes pour notre équipe, mais aussi en fait un état de fait, c'est que plus on va être capable de mieux se comporter en termes de durabilité aujourd'hui, plus on va être capable d'adopter les bons comportements aujourd'hui, plus on mettra, plus on donnera à nos enfants en fait un contexte meilleur et moins on mettra de pression sur eux à l'avenir. Un exemple, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon fils, parce qu'indépendamment de ce qu'on lègue à la génération suivante, il y a aussi le fait que lui peut m'observer, en fait, avoir des discussions et me comporter par rapport à ce genre de dimension aujourd'hui. Notamment ici à la maison, on adopte un certain nombre de comportements durables, bien évidemment, et donc on en discute. Et l'analogie que je prends souvent, c'est d'imaginer que, en tant que parent, il reste une portion de repas dans le frigo. Alors, est-ce que je consomme toute la portion de repas moi-même et il ne reste plus rien pour mon enfant, ou bien est-ce que je partage la portion de repas et je lui laisse la moitié pour quand il rentre de l'école? En fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est en train à bien des égards, de surconsommer les ressources et par conséquent, ça va en laisser d'autant moins aux générations futures. Ou bien on décide de faire un effort aujourd'hui pour que ce soit moins compliqué pour les générations futures. Donc oui, c'est absolument central, tout à fait. J'ai le souvenir qu'il y a 2 ans, tu avais par exemple acheté un téléphone durable. Tu m'avais d'ailleurs beaucoup titillé là-dessus. Non, maintenant, il y a des téléphones différents aujourd'hui avec du recyclage. Donc, même dans tes actes quotidiens, on voit bien que tu fais des choix qui sont engagés. Oui, alors c'est intéressant. On en a beaucoup parlé ces derniers jours parce qu'on est pour l'instant on est en plein dans un processus de certification B Corp pour Behaven. Et donc, une des dimensions en fait de la certification, c'est de démontrer qu'en tant qu'entreprise, en tant que société, on met en place aussi dans notre mode de fonctionnement interne un certain nombre en fait de comportements durables, que ce soit par exemple l'achat de fournitures comme un téléphone portable, ou le fait de oui ou non décider d'avoir des voitures de société, ou le fait de prendre l'avion, etc., etc. Donc effectivement, on a défini pour nous-mêmes en tant qu'équipe toute une série de comportements que l'on voulait adopter, mais par extension et par conviction, on les a aussi étendus à notre sphère privée
Par exemple, voilà, nous à la maison, on a réduit notre consommation de viande rouge. On mange plus de viande rouge à la maison, sauf si on commande un plat à l'extérieur ou si on va à un restaurant, par exemple. Bon, je pourrais te parler de règles qui sont aussi plus peut-être moins courantes. Par exemple, moi, je ne m'habille que en bleu. Je ne porte que des vêtements bleus parce qu'ayant une garde-robe qui n'est que bleu, ben, ça permet aussi de composer en fait d'avoir plus de combinaisons avec le même nombre de vêtements. Bon, voilà, par De exemple. coordonner les bleus, ça c'est Et sûr, il n'y coordonner aura les pas deux, d'impair. absolument. C'est ça. Ouais. Mais donc, c'est extrêmement important et je pense que c'est aussi plus crédible si on veut avoir un discours vis-à-vis de nos clients ou vis-à-vis du grand public en général en disant voilà, c'est important d'adopter des comportements durables. Il faut aussi qu'on puisse montrer qu'on les règle à nous-mêmes et que c'est possible aussi de fonctionner comme ça. C'est la fameuse phrase « walk your talk ». Absolument, oui. Et Mais ce qui est important dans cette dimension-là, c'est aussi de faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on réduit la panoplie de produits et services qu'on consomme qu'on va être moins satisfait, moins heureux, et ça peut être d'ailleurs le contraire. Moi, il se fait que c'est devenu en fait un plaisir d'utiliser mon téléphone Fairphone, notamment parce que plutôt que de remplacer l'appareil et d'en acheter un nouveau, je peux en fait venir rajouter des options ou remplacer des éléments de mon téléphone pour le maintenir à niveau. Et c'est amusant, c'est un peu comme si je jouais avec des Lego, j'ai l'occasion de composer le téléphone qui m'intéresse en fait. en fait, ça parle de sobriété joyeuse, ça parle de créativité, ça parle d'agilité, tout ce que tu es en train de nous dire. Oui, et le terme sobriété est intéressant parce que c'est un terme qui est souvent en fait de prime abord très, très mal considéré parce que on a tendance à rapidement mettre l'accent sur ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit laisser de côté, ce qu'on perd en fait dans cette transition. Or, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le bonheur humain, le bien-être ne dépend pas forcément de la possession matérielle, mais d'autres dimensions. Et donc, en fait, mettre moins l'accent sur la réalisation de soi par la possession matérielle et plus par d'autres dimensions est en fait plutôt une bonne chose. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire du bien et faire du bien à l'environnement en même temps. Oui. Et c'est là où on se rejoint. Moi, je suis beaucoup dans l'être et l'art d'être au Oui. monde. Donc, alors, il y a quelque chose dans ce que tu dis, c'est la motivation, parce que on voit bien que la seule façon d'amener les gens à changer leur comportement, c'est d'abord de comprendre le pourquoi, et ensuite qu'ils y trouvent une motivation individuelle, quelle qu'elle soit. Motivation par rapport à ce qu'ils vont léguer aux enfants, motivation même au quotidien pour dégager du temps, de l'espace pour quelque chose de plus riche. On ne peut pas amener les gens vers quelque chose de différent sans qu'ils y trouvent un avantage. Et là, on parle de motivation profonde. Quand on va à une Euh, sobriété joyeuse, on ne va pas les priver. C'est leur dire, en vous privant de ça, vous allez dégager de l'espace, du temps, de l'espace, une forme de liberté, une forme. Et c'est peut-être dans toute cette transmission d'une alternative dans nos vieux schémas que les sciences comportementales permettent de glisser doucement de valeurs matérielles à des valeurs plus hédonistes, je dirais, spirituelles, solidaires. Et les sciences comportementales, c'est ça qu'elles permettent de faire, de En tout comprendre cas, ou agir. toute cette dimension de culture environnante et de perception de ce qui représente la réussite aujourd'hui ou ce qui va représenter la réussite demain. Donc, il y a toute une il y a toute une dimension d'ordre culturel et sociétal qui sont en général relativement lentes à changer. Hein, on ne change pas la culture d'un pays ou d'une région ou même d'une ville en peu de temps, ça prend du temps. C'est clairement en fait une dimension sur laquelle il faut travailler. Aujourd'hui, effectivement, le modèle standard de réussite dans nos pays, c'est on a une grosse maison, on a une grosse voiture, donc il y a toute une série de critères qui sont de ce type-là et qui sont encore très, très ancrés dans le matériel. En tout cas, Mais dans monsieur, certaines cultures, parce qu'on voit que les jeunes sont de moins en moins ancrés. La possession de la voiture n'a plus l'air d'être incontournable. Des maisons, on parle des tiny house, on parle de louer plutôt que d'acheter. On sent qu'il y a des glissements dans les nouvelles générations. Est-ce que tout ça, tu l'as observé parce que oui, je sais oui, que toi, tu complètement. es très basé sur les études, les chiffres. Oui, oui, il y a clairement en fait un mouvement dans la bonne direction sur ces grandes forces culturelles et sociétales, et c'est extrêmement important parce que l'environnement dans lequel je trouve va me façonner, et par conséquent, je vais aussi pouvoir observer chez les autres
l'adoption de tel ou tel comportement. Tu faisais référence au fait de posséder ou pas une voiture, par exemple. Et donc, très clairement, en fait une forme d'influence sur laquelle on doit travailler, très clairement, indépendamment de cette dimension qui est plus sur je dirais toute la couche culturelle et sociale. Il y a aussi en fait une dimension qui va être peut-être plus contextuelle, plus liée au moment et à l'endroit immédiat dans lequel je prends la décision d'effectuer tel ou tel comportement. Par exemple, si je souhaite consommer de la viande végétarienne, mais que le supermarché du coin n'en a pas et que je dois faire 5 km pour aller en chercher, eh bien, ça va évidemment avoir un impact direct sur le fait que oui ou non, je vais consommer ce genre de produit. Et donc, il y a aussi tout un travail qui doit être fait pour rendre les produits durables et les comportements durables faciles à adopter pour les gens. Et ça, c'est indépendamment de toute motivation d'ailleurs. Il y a aussi toute Il cette... y a un paradoxe. Si tu dois faire des kilomètres en voiture pour aller chercher ça n'a pas de sens, une viande végane, bien sûr. Et un élément de contexte qui joue encore beaucoup, c'est le prix, évidemment. C'est qu'aujourd'hui, c'est en général encore, ça change, mais en général, aujourd'hui, c'est plus cher de consommer bio ou durable que des produits qui sont peut-être plus industriels. Et donc, c'est aussi des éléments sur lesquels il faut travailler. Et puis, il y a une troisième dimension qui est celle que tu évoquais, qui est la dimension de motivation. Mais souvent, là, je pense qu'il y a une différence entre la motivation telle qu'elle est perçue de manière générale, à savoir, je suis motivé, je suis de manière consciente motivé à effectuer tel ou tel comportement. Ça, c'est une partie de la motivation. Il y a une partie de la motivation qui n'est pas forcément consciente. Notamment les habitudes, c'est une forme de motivation inconsciente. Et donc, tu as raison dans le fait où, au bout du compte, c'est extrêmement important d'amener les gens à ce qu'eux soient fondamentalement motivés d'effectuer tel ou tel comportement, qu'ils voient ça comme étant une extension de leur identité, super important. Ça n'empêche pas qu'on peut mettre en place, en attendant, des tactiques qui sont peut-être moins conscientes et qui vont faire en sorte que les gens, même en absence de motivation, vont quand même effectuer les bons gestes. Il y a un exemple que j'utilise souvent, que je trouve assez simple à comprendre et qui est assez démonstratif, c'est qu'il est prouvé que dans les menus de restaurants, si d'un côté, on présente à part les options végétariennes, donc si en fait, on les stigmatise, on les présente sur une section à part du menu, ou bien si on les intègre complètement au reste du menu, eh bien dans ce deuxième cas, on va davantage en fait, orienter les gens à consommer végétarien, parce qu'on normalise en fait le végétarien. Normalise, absolument. Donc là, il n'y a pas de travail d'éducation qui a été fait, il n'y a pas de travail de motivation qui a été fait, mais simplement la manière dont on présente les choses fait que les gens vont se diriger vers la bonne option. Et c'est là où les sciences comportementales sont utiles parce qu'elles permettent de voir comment avoir plus naturellement et directement accès au meilleur des individus en intégrant leur fonctionnement naturel. C'est ça. C'est vraiment en fait cette idée de pouvoir donner aux organisations une panoplie d'outils plus large pour comprendre. Et simple finalement. Oui, et simple effectivement aussi. Oui. Vas-y. Dans ce que tu exprimes, on a vu, il y a les consommateurs, il y a les entreprises, mais moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a l'éducation des jeunes. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait inclure ça aujourd'hui au niveau des écoles? Ah, absolument, c'est absolument central. Alors, on voit de plus en plus, si et là, des initiatives, que ce soit d'agences environnementales du gouvernement, voire même d'entités publiques gouvernementales, ou bien des initiatives qui viennent des ONG ou du privé, qui effectivement contribuent à l'éducation sur des dimensions en fait, d'ordre d'ailleurs social, diversité, environnementale, donc tous ces sujets qui représentent ce qu'on pourrait appeler la bonne gouvernance aujourd'hui, ou la durabilité au sens large. C'est absolument central, parce que ce qui est intéressant quand on peut éduquer les enfants par rapport à ça, c'est qu'il y a en fait une sorte de double effet qui se coule, dans le sens où les enfants vont ensuite aussi en parler à leurs parents et pouvoir influencer les parents en fait. Et donc, c'est absolument... Tu sais, il y a quelques années, enfin des générations, même pas la mienne, je crois que moi-même, je ne l'ai pas eu, mais celle de mes parents, il y avait des sciences sociales quelque part à l'école, avec les cours de morale, avec tout un ensemble, ou la façon d'approcher les SVT. Donc, quelque part, on a quitté cette forme d'enseignement de valeurs, de contexte, de compréhension du contexte et d'entraînement à se comporter différemment, mais ça reviendrait presque, moi ça me fait sourire, c'est la morale contemporaine. La morale contemporaine, c'est comment intégrer la nature, l'environnement pour le respecter d'une façon plus précise, plus consciente. Oui. Mais ce qui est intéressant en fait, dans ce dont tu mentionnes, est le fait
de quelque part de commencer tôt et d'éduquer les jeunes générations, c'est qu'évidemment, ça permet aussi plus tôt dans leur processus de développement personnel et de positionnement par rapport à la société et d'identité, ça permet en fait d'ancrer les bons gestes plus tôt en fait dans la vie de ces personnes. Donc, c'est évidemment hyper important. Alors, moi, j'ai été étonnée, parce qu'on échange quand même très, très régulièrement tous les deux. Tu as vraiment acquis une visibilité internationale auprès d'institutions prestigieuses rapidement. En Angleterre, à la Cour européenne, quel est le secret de cette visibilité, de cette notoriété, et qu'est-ce qui rend Behaven et ton équipe de choc, petite, mais vraiment, je la vois, je vois à quel point elle est précise, ciselée. Qu'est-ce qui vous rend si unique? Alors, il y a plusieurs questions. La première sur la visibilité internationale, je pense que c'est le résultat de différentes couches. C'est un peu comme un oignon, il y a différentes couches. Je pense qu'il y a un travail de fond que moi je fais depuis très longtemps, depuis en fait le temps passé à Londres, c'est d'avoir au fil du temps établi en fait un réseau et des connexions auprès de gens dans les domaines qui m'intéressaient et bien évidemment en fait liés directement au comportement, aux sciences comportementales et à la durabilité. Et donc, ce réseau, il s'est fait via le fait de faire partie de groupes informels ou de groupes formels. Il est aussi le résultat du fait d'avoir fait un certain nombre de certifications dans le domaine, notamment en Angleterre, ou au Danemark ou aux États-Unis, etc., etc. C'était aussi en fait et quelque part, ça a été la même chose pour moi, pour Julia, ma collaboratrice, puisqu'elle a aussi vécu une dizaine d'années en fait en Angleterre. Et donc cette notion de cette approche ou cet état d'esprit international, il est vraiment ancré et chez elle et chez moi. Elle est française, je suis belge. On a tous les deux vécu en Angleterre, et donc on a en fait un regard relativement en fait international sur les choses. Ça a été aussi en fait un choix de positionnement pour Behaven. Par exemple, on a décidé il y a un an de lancer une newsletter pour partager en fait notre point de vue sur les choses et s'associer en fait à ce genre de thème. On n'a pas créé une newsletter franco-belge sur le sujet, on a créé une newsletter qui est vraiment internationale. On interviewe les meilleurs experts, que ce soit de la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Inde, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Europe. Et donc, du coup, en fait, on a aujourd'hui en fait des abonnés à la newsletter qui viennent de partout, qui viennent de l'université de Harvard, qui viennent du Japon, de Chine. Il y a des gens en fait qui viennent de tous les continents, les 5 continents qui nous suivent. Et donc, ça nous a permis en fait quelque part d'opérer un niveau de discussion qui est celui-là. Et on a en fait, dans le choix de ce positionnement international, on s'est en fait aussi associé à un réseau qui s'appelle Diversify, qui est en fait un réseau d'experts en sciences comportementales qui est présent sur les 5 continents et au sein duquel on représente la France et la Belgique. Et donc, ça permet aussi bien pour les contacts que l'on a au niveau local de venir avec en fait du contenu supplémentaire pertinent à ce niveau-là, mais à l'inverse aussi de pouvoir contribuer à des discussions internationales. Et puis enfin, c'est un choix commercial puisqu'effectivement, on a aujourd'hui des clients, notamment en France, en Angleterre. Et l'exemple auquel tu faisais référence, on a eu la chance récemment de remporter en fait un appel d'offres qui est en fait issu d'une collaboration entre le gouvernement anglais, le gouvernement néerlandais et le gouvernement suédois pour un projet qui aura une empreinte européenne. Et c'est assez intéressant de voir que c'est eux qui nous ont contactés, c'est eux qui nous ont invités à prendre part à cet appel d'offres qu'on a pu gagner. Donc maintenant, on est sur ce projet qui va vraiment nous permettre d'impacter directement le contenu du projet, de faire appel à des experts au niveau européen. Et ça, c'est exactement le niveau en fait, auquel on ambitionne d'opérer. Alors, c'est aussi en fait, il y a aussi une approche pragmatique des choses derrière cette stratégie, c'est que les sciences comportementales se concentrent sur la nature humaine, et bien qu'il y ait des différences culturelles entre différents pays, ce qui fait le fondement de la nature humaine n'est pas fondamentalement différent entre être un Anglais, un Français, un Danois, un Italien. Et donc, il y a toute une série d'insights qu'on peut identifier qui ont la capacité d'être utilisés, non pas dans une région spécifique, mais de manière plus large. Oui, et surtout face à et quelque part on l'a vu avec la Covid, face à des problématiques communes, universelles, on va aller chercher l'universel chez chacun.
Parce que là, les problématiques ne sont pas de couleurs différentes, c'est les mêmes. Elles sont globales. Et c'est là où ça permet d'atteindre l'universel en chacun. Et là, en effet, toutes les couches culturelles vont un peu disparaître au profit de l'enjeu. Ouais. Mais moi, je retiens réseau, certification, expérience internationale avérée, double culture internationale, choix de positionnement, newsletter auprès des meilleurs experts. Donc, c'est à la fois faire rentrer de la valeur et se positionner avec ces mêmes experts. Parce qu'en invitant des experts, comme je t'invite aujourd'hui, on lift le tout. Réseau Diversify sur 5 continents. Vision, cohérence, pragmatisme. Je trouve qu'il y a beaucoup de clés de réussite dans ce que vous faites. Oui, et ton point de faire rentrer les experts, c'est un point stratégique, mais c'est aussi en fait un point il y a aussi du pragmatisme et du bon sens derrière. Absolument. Quand on a commencé BeEven, on n'avait pas encore de cas pratiques ou de contenu propre à partager. Et donc, on s'est effectivement dit, OK, si on part de zéro, on n'a pas encore notre propre contenu, comment est-ce qu'on va aller créer du contenu et créer de l'intérêt? Eh bien, c'est quelque part en empruntant du contenu et de la crédibilité de la part de ces experts. Donc ça, c'était une longue réponse, mais une réponse à ta question sur cette visibilité internationale. Alors en fait, notre équipe elle-même est aussi assez internationale. Aujourd'hui, on est encore une petite équipe, on est 3 personnes. Tu as Julia en France, moi-même en Belgique et le Ramia en Hollande. Donc on représente toute la partie dorsale de l'Europe. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on travaille à distance. En fait, BeEven s'est créé dans le contexte de Covid, et donc des outils comme Zoom sont nos outils principaux de travail. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien Julia dans un premier temps, puis Ramia dans un deuxième temps, en fait, on s'est rencontrés via LinkedIn. Oui. Il y a eu en fait de leur part un intérêt par rapport au type de contenu que BeEven proposait, au type de service que BeEven proposait. Et on a eu l'occasion de faire connaissance et on a commencé à travailler ensemble. Et ce qui est absolument formidable, c'est qu'aujourd'hui, on est 100% aligné sur toutes les dimensions clés de BeEven, que ce soit la culture d'entreprise, que ce soit là où on veut emmener le business, que ce soit sur le type de client qu'on veut servir, que ce soit sur les types de services qu'on veut proposer. Et c'est juste absolument, c'est une expérience absolument formidable et agréable de s'apercevoir que même sans devoir se parler beaucoup, en échangeant via des interfaces digitales, on arrive à fonctionner extrêmement bien en tant qu'équipe en fait. Alors, ça ne nous a pas échappé que la parité n'est pas atteinte, il manque un homme. Il manque un homme, effectivement. Tu fais quand même partie de ceux qui ont… Moi, ça m'avait fait beaucoup rire, parce que je travaille sur la puissance féminine, donc tu me connais bien, bien, bien. Tu es quand même, directement, tu as 2 femmes avec toi. Donc, oui, et Ramia, les moindres, jeunes. Ramia, en fait, donc elles sont toutes les 2 plus jeunes que moi. Julia moi je suis dans la quarantaine, Julia dans la trentaine et Ramia dans la vingtaine. Et Ramia, en fait, a étudié à Groningen, dans le nord de la Hollande, qui est en fait une IF qui a des très très bons cours dans le domaine du comportemental, et elle vient d'Inde. Et donc elle vient aussi en fait avec une culture culturelle différente. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement c'est en particulier frappant quand on donne des cours, parce que indépendamment des services de conseil qu'on propose, on a une petite activité qui est sur de l'éducation justement par rapport à notre domaine, parce que c'est un nouveau domaine, il y a besoin d'évangéliser, d'éduquer les organisations par rapport à ça. Et en fait, dans la plupart des cas, on a au moins 80% de femmes parmi le public qui participe au cours. C'est à chaque fois un sujet de conversation, et donc la question de où sont les hommes se pose à chaque fois. Par contre, quand on regarde dans le milieu en fait académique, là c'est quand même beaucoup plus partagé. Il y a beaucoup de profs masculins qui enseignent le domaine. Et dans le domaine de tout ce qui est dans le domaine politique au sein des entités publiques, c'est partagé. Donc voilà, il y a un peu de tout, mais il est vrai que en tout cas du côté de BeEven, on est aujourd'hui 2 femmes, 1 homme, et ça fonctionne très très bien. Bon, après on verra comment les choses évoluent. J'imagine qu'avec le temps, ça va certainement s'équilibrer. Mais c'est intéressant de voir, tu as commencé en donnant de la place à des femmes, à des jeunes femmes. Ah oui, absolument. Bravo, chapeau.
Mais c'est très, très important. En fait, je parlais tout à l'heure du fait qu'on a défini en fait la culture. En fait, on a formalisé la culture en observant comment on fonctionnait entre nous et comment on était perçu par les clients. Donc, on est en train pour l'instant de retravailler sur l'identité de marque de Behaven parce qu'on a un nouveau site web qui va sortir, etc., etc. Et donc, on trouvait important de poser quelques questions à nos clients par rapport à ça. Finalement, qu'est-ce que vous pensez de la collaboration avec Behaven? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui ne marche pas bien? Comment vous nous percevez? Parce que c'est bien de s'auto-évaluer, mais c'est encore plus important d'avoir l'avis des clients. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que le feedback du client et la manière dont on s'était auto-évalué étaient très, très alignés, ce qui est plutôt un bon signe, évidemment. Mais des dimensions comme la collaboration et l'ouverture d'esprit sont vraiment en fait des éléments centraux de notre culture. Et donc, je l'ai dit à Julia dans un premier temps, mais aussi à Ramia dans un deuxième temps, c'est que on est dans une culture où on veut que tout le monde puisse s'exprimer vis-à-vis de tout le monde. Il ne s'agit pas en fait d'avoir une Pas une approche. pyramide, c'est vraiment une Pyramide. hiérarchie, comme on dit aujourd'hui. Absolument. Et je pense que c'est juste intelligent. C'est vraiment cette idée qu'il faut engager des gens plus intelligents que soi et surtout les écouter et leur donner la place, sinon quel intérêt? J'ai eu l'occasion la dernière fois, on se voit évidemment face à face de temps en temps. Une fois par trimestre, on se bloque 2-3 jours de travail ensemble. Et ce qui était assez ça m'a fait beaucoup rire. En fait, j'avais Ramia et Julia qui travaillaient ensemble sur en fait un de nos produits pendant que moi j'étais occupé sur autre chose. Et je les observais et j'avais l'impression de voir deux clones. Tellement elles étaient alignées en fait, c'était juste à mourir de rire. L'une est une sorte de version junior de l'autre, et donc il semblerait qu'aujourd'hui on a vraiment réussi à créer une culture forte, mais sans que ce soit imposé aux gens. C'est vraiment en fait ça émane de l'équipe de manière assez naturelle en fait. Oui. Écoute, merci pour toute cette mine d'infos. Pour toutes les personnes qui ont écouté attentivement et qui sont encore là, il y a eu tellement d'éléments, d'ingrédients de réussite d'un projet qui fait sens dans le monde. Moi, je suis toujours impressionnée. Puis j'ai assisté, je t'ai connue avant, j'ai vu la naissance de Behaven, j'ai vu tes rêves, j'ai vu tes recherches et je me dis, il y a une telle cohérence. Et en effet, quand j'ai noté quelques mots-clés, mais vision, cohérence, pragmatisme, contenu, contenu, contenu. Tu sais, avant, on disait, pour réussir l'emplacement, il y a trois règles d'or, l'emplacement en numéro 1, en numéro 2, l'emplacement, en numéro 3, l'emplacement. Toi, c'est vraiment contenu, 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 expertise, hein. Une évaluation permanente, l'écoute des clients pour avoir le retour, l'ouverture d'esprit, l'intelligence, s'entourer de gens plus intelligents que soi. Et ça me rappelle une phrase, si vous êtes dans une salle ou une pièce où vous avez l'impression d'être le plus intelligent, c'est que vous êtes trompé de pièce. Absolument, et ouais. ça, tout le monde n'accepte pas parce que ça implique d'avoir et une vision forte et une confiance en soi très solide pour s'entourer sans avoir peur d'être minoré finalement par l'intelligence de l'autre. Et ça aussi, c'est une de tes grandes intelligences. C'est peut-être un point sur lequel le point d'emplacement et de contenu, c'est intéressant. Parce que nous, évidemment, le contenu est central puisque c'est ce qu'on vend en fait à nos clients. On vend en fait notre expertise. Et donc, on s'est aussi organisé pour pouvoir permettre à ce contenu de continuer à s'améliorer et à se développer. Et donc, on a en fait mis ça en place récemment, mais ça semble être une bonne décision. On a décidé que en fait, tous les vendredis, toute la journée du vendredi, on ne prend aucune réunion client et c'est une journée qui est dédiée en fait à ce qu'on appelle recherche et développement au sens large. C'est la veille. Le matin, en fait, c'est vraiment les projets d'amélioration du service, de développement de nouveaux produits, etc., etc. Et l'après-midi, c'est une journée. En tout cas, pour Ramia et Julia, moi, je me concentre sur d'autres choses. Pour Ramia et Julia, qui représentent la partie scientifique de Behaven, en fait, elles prennent ce temps-là en fait, pour s'isoler et pouvoir lire des dossiers, des rapports, etc., etc. Et pouvoir s'assurer qu'on reste en fait à niveau par rapport à un domaine qui est en constante évolution. En fait. Oui. Mais merci infiniment, Fred, pour tout ce partage parce que tu es au cœur de la matrice nécessaire de ce qu'il faut mettre en place. Vraiment, j'adore. Donc, si vous avez envie de rencontrer Fred, vous aurez sous la vidéo toutes les coordonnées de Behaven. Et puis moi, vous savez évidemment comment me joindre, vous me connaissez maintenant. Donc, tout est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à revenir vers nous
puis à partager peut-être ce qui vous semble le plus difficile dans vos changements comportementaux. Qu'est-ce qui est fluide parce qu'il y a quelque chose qui se fait tout seul ou à l'inverse, à quel moment vous sentez que vous êtes en porte-à-faux. Enfin, partagez, parce que de toute façon, ces retours, c'est du contenu qui vaut de l'or. Donc, voilà. Je En tout vous cas, remercie. merci beaucoup. Je suis ravi de cette discussion. J'espère que ce sera utile pour tes lectrices et tes lecteurs ou les gens qui vont regarder la vidéo. Et pour les tiens, puisque nous allons partager Oui. ceci. En tout cas, merci à tous. Prenez grand soin de vous et de la planète. Merci.